Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. C'est Bourse Live, le e-salon de Boursorama. Désolé pour ces quelques minutes de retard, mais ça y est, elle commence cette webconférence Total Énergie. Eh bien oui, parce que lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 28 mai dernier, les actionnaires du groupe ont plébiscité ce nouveau nom, mais aussi largement soutenu à plus de 90% la stratégie de transition du groupe vers un modèle multi-énergie, ainsi que ses objectifs de réduction d'émissions carbone. Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, s'est d'ailleurs félicité de ce vote, expliquant que les actionnaires de la Major avaient perçu, je cite, un processus sincère de transformation désormais bien engagé. Nouveau nom, nouvelles ambitions, feuille de route chargée pour les prochaines années entre accélération de la transition énergétique au niveau du groupe et neutralité carbone en ligne de mire. Alors pour mieux comprendre comment le groupe va relever ces défis tout en préservant ses qualités fondamentales, notamment pour les actionnaires, je souligne au passage que 100 000 nouveaux actionnaires individuels ont d'ailleurs rejoint Total Energy en 2020. Eh bien, je suis en compagnie de Jean-Pierre Sbraire, directeur financier de Total Energy. Bonjour Jean-Pierre Sbraire, pardon. Bonjour Laurent. Alors nous sommes ensemble pour une demi-heure. Nous aurons un temps à la fin de cette webconférence pour parler des questions, priorité aux questions qui ont été posées lors de l'inscription et vous verrez qu'elles ont déjà été nombreuses. Alors, on a beaucoup de sujets à aborder. On va tout de suite se poser la question fondamentale. Total devient Total Énergie. Ça y est, maintenant, ça c'est clair pour tout le monde. Une compagnie multi-énergie. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement être une compagnie multi-énergie ? Alors effectivement, nous avons la volonté de transformer Total en un vrai groupe multi-énergie, tout en étant en même temps un acteur majeur de la transition énergétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire continuer à faire croître nos productions, puisque effectivement le monde va avoir besoin de plus d'énergie, tout en atteignant la neutralité carbone. On l'a annoncé, notre ambition d'être neutre carbone en 2050, ensemble avec la société. Alors, comment on va réussir ? En faisant évoluer fondamentalement notre mix, le mix de nos productions et de nos ventes, autour finalement des 4 axes qui sont rappelés sur ce slide. Donc le premier axe évident, c'est le gaz naturel. Bon, le gaz, c'est l'énergie du 21e siècle, l'énergie de la transition par excellence, en particulier en remplacement du charbon, mais aussi pour lutter contre l'intermittence des renouvelables. Le gaz doit tenir toute sa place dans le mix énergétique. Alors, nous sommes le numéro 2 mondial actuellement du gaz naturel liquéfié, le GNL. On a l'ambition évidemment de développer cette position, de développer aussi, de décarboner le gaz à partir de biogaz ou d'hydrogène propre qu'on pourra injecter effectivement dans nos réseaux et de promouvoir le gaz naturel comme une source d'énergie, de production électrique et aussi de source d'énergie pour la mobilité. Bon, ça c'est le premier axe de développement. Le deuxième, l'électricité, évidemment. On a décidé d'accélérer nos investissements dans la chaîne de valeur renouvelable et électricité pour produire effectivement encore davantage d'électricité à partir de renouvelables. Et on a développé, donc on a l'ambition de se développer sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électricité, depuis la production, le stockage de l'électricité, le trading évidemment, et la distribution jusqu'au client final. C'est finalement ce qu'on a fait il y a quelques années avec l'acquisition du Direct Energy. Ouais. Troisième axe, le pétrole. Le monde aura encore besoin de pétrole dans les années qui viennent. Bon, on le verra dans les slides suivants, l'évolution de notre production d'huile, de liquide. Et l'objectif pour nous, c'est de concentrer nos investissements dans le pétrole sur les projets, sur les actifs à point mort bas, pour être résilient dans un contexte où la demande pourrait effectivement être amenée à diminuer. Et là aussi, de décarboner finalement notre production de liquide à travers les biocarburants. Et on adaptera évidemment nos capacités de raffinage et nos ventes dans nos réseaux à l'évolution du marché, en particulier en Europe, en matière de liquide. Et enfin, pour atteindre cette neutralité carbone, nous avons besoin évidemment de puits de carbone pour capturer le CO2. Alors nous citons ici finalement les deux solutions, les deux puits qui existent. Donc les puits dits naturels, donc en fait c'est les forêts, c'est l'entretien des forêts, la reforestation, la préservation de zones humides, mais aussi donc ce qu'on appelle les CCUS ou les CCS, donc c'est-à-dire en fait c'est de la captation de carbone, l'enfouissement de CO2 dans des réservoirs déplétés. Et là aussi Total Energy donc a l'ambition de se développer dans ce business-là. Alors, on l'a dit, pour symboliser cette stratégie, il y a ce nouveau nom symbolisé par ce logo tout en courbe qui évolue du rouge vers le jaune et c'est loin d'être un hasard parce que cette identité visuelle, elle colle parfaitement aux ambitions de Total Energy et aux 7 énergies que vous souhaitez apporter à vos clients. Tout à fait. Alors, la compagnie, je viens de le dire, se transforme. C'est Total Energy avec un grand S.
Et donc, finalement, on a voulu symboliser le chemin que nous avons à parcourir. Il y a le virage stratégique. Tout à fait. À travers ces 7 énergies, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, si on commence effectivement par ce qui, finalement, l'héritage, le socle historique Total, du groupe de la compagnie, donc le pétrole. Là, on cite effectivement qu'en 2030, nous aurons une production de pétrole inférieure au niveau que l'on avait en 2019. Et là encore, une nouvelle fois, l'objectif, c'est de nous concentrer sur les actifs à point mort bas et qui vont permettre de baisser. Jean-Pierre Sbar, on équipe peut-être rapidement. En fait, c'est le coût de production. En fait, avoir un coût de production le plus bas possible. Voilà. Aujourd'hui, on est déjà en termes de coût de production parmi, le major qui a le coût opératoire, donc ce qu'on appelle les operating costs, les OPEX par baril, le plus bas. Et on a l'ambition, effectivement, de continuer sur cette trajectoire-là, et donc de développer ce type d'actifs. La deuxième énergie, donc parmi ces 7, c'est le gaz. On est un acteur majeur du GNL. On a un portefeuille qu'on ambitionne autour de 40-50 millions de tonnes de gaz. Une nouvelle fois, le gaz, c'est l'énergie du 21e siècle, c'est l'énergie de la transition. On est bien positionné sur le marché. Et donc, on va continuer sur ce chemin. D'accord. L'électricité, donc on a pris le virage de l'électricité et de la production de l'électricité en particulier à partir de renouvelables il y a quelques années. On a l'objectif d'avoir 12 millions de clients de gaz et d'électricité à l'horizon 2025, donc essentiellement en Europe, autour de nos marchés, en France, en Belgique, en Espagne, pour ne citer que les principaux. Et là aussi, l'électricité, c'est un moyen de décarboner l'offre de fuel, de carburant pour nos clients. Et on a l'ambition de développer les bornes de recharge pour véhicules électriques. Oui. Et là, vous voyez le chiffre, 150 000 bornes de recharge à horizon 2025. C'est dans pas longtemps. Hein. Ça va effectivement. Vite, ouais. On a inauguré les premières stations Total Énergie complètement électriques, avec seulement finalement des points de recharge pour véhicules électriques, à l'occasion du changement de nom de Total en Total Énergie. Bon. Quatrième énergie, l'hydrogène. On a l'ambition d'être un producteur massif d'hydrogène décarboné, bas carbone, donc ce qu'on appelle l'hydrogène vert, donc produit à partir de renouvelables, ou l'hydrogène bleu, donc produit à partir de gaz, le CO2 issu de ce processus industriel étant capté. Dans les fameux CCS dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et en matière d'hydrogène, l'autre objectif, c'est également de promouvoir l'hydrogène pour la mobilité, et en particulier la mobilité dans les transports lourds, les camions, les trains, ce type de transport. La cinquième énergie, la biomasse, donc le biogaz, les carburants dits renouvelables, avec un objectif de production de ce type de carburant de 5 millions de tonnes an. Donc ça ferait de nous quand même un acteur significatif sur ce marché. Et vous voyez effectivement aussi l'ambition que l'on a en matière de production de gaz renouvelable. Les biogaz, on a fait une acquisition tout à fait récente en France qui nous place en tête du marché des producteurs de biogaz en France avec Fonroche. C'était il y a seulement quelques mois. Ouais. Et enfin, sur la partie renouvelable, évidemment l'éolien et le solaire, les deux principales sources d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on est déjà un acteur important dans le segment de la production renouvelable, on y viendra tout à l'heure. On a l'objectif d'être dans le top 5 mondial des producteurs d'électricité à partir de renouvelables à horizon 2030. Avec une capacité, ce chiffre, quand même, 100 gigawatts effectivement, de capacité brute de production électrique à partir de renouvelables en 2030. Donc ça nous placerait effectivement dans le peloton tête des compagnies productrices d'électricité à partir de renouvelables. Alors on va en reparler, mais il y a quand même ce point important, c'est que finalement cette diversification, elle est au service d'un objectif, produire plus d'énergie, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la demande, elle va continuer à progresser dans les années qui viennent. Tout à fait. Donc notre objectif, c'est évidemment de fournir une énergie toujours plus abordable, plus sûre, plus propre à la population qui continue à croître et à avoir des besoins et vouloir effectivement sortir de la pauvreté. Et donc vous voyez finalement, Total Énergie va continuer à croître son offre, sa production en matière d'énergie. En 2019, donc vous voyez, entre finalement l'huile et gaz, enfin pétrole et gaz, on avait une répartition assez équilibrée. Et la partie verte, c'est la partie électricité, représentait somme toute peu. C'était assez équilibré, 50-50 entre la partie pétrole et la partie gaz. Et vous voyez en projection à horizon 2030, nous allons croître donc, notre production d'énergie. La production de pétrole, elle, va rester stable, voire va diminuer. Une partie étant substituée par des carburants renouvelables, les fameux biocarburants dont je parlais tout à l'heure. Et donc finalement, si je parle toujours dans les anciennes unités, parce que je pense que ça parle plus à l'ensemble de nos auditeurs, les millions de barils par jour équivalents,
de 3 millions de barils par jour équivalent en 2019, on a l'objectif de produire 4 millions de barils par jour équivalent en 2030. Mais cette croissance de millions de barils supplémentaires viendra, 50% sera amené par la production de gaz, essentiellement GNL, et 50% par l'électricité, les électrons. C'est la partie verte que vous voyez là. Donc un changement quand même assez significatif de notre mix de production vers effectivement une croissance plutôt du gaz et d'électricité à horizon 2030. Oui, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, la demande vers les énergies non émettrices ou moins émettrices de CO2, elle va se renforcer. Et on peut même se dire que Total peut finalement même être un acteur du changement en proposant à ses clients de nouveaux types d'énergie, en fait. Tout à fait. Alors, pour atteindre nos objectifs, on y reviendra tout à l'heure, on s'est donné un certain nombre d'objectifs très précis en 2030 en matière d'émissions de carbone. Ça passe quand même, on l'a vu tout à l'heure, par l'évolution de notre portefeuille de production, mais aussi par l'évolution de nos ventes. Donc là, vous voyez en 2019, même photographie finalement, la partie produits pétroliers représentait plus de la moitié en fait de nos ventes. En 2030, ça représentera un tiers, 35%, au profit finalement du développement de ventes de gaz naturel, qui représenteront la moitié finalement de nos ventes à horizon 2030. Mais surtout, vous voyez, c'est sans doute le plus visible sur ce slide, l'électricité qui représentait seulement 5% de nos ventes en 2019 vont plus que tripler, puisqu'il y aura 15% globalement des ventes dans un portefeuille en plus de ventes qui va augmenter. Voilà. Donc c'est vraiment la traduction finalement, le défi auquel nous sommes confrontés, produire plus d'énergie mais moins de carbone, avec une nouvelle fois cette ambition d'être neutre carbone en 2050 avec la société. Ça passe par cette évolution de notre portefeuille d'offres de produits énergétiques à nos clients. Plus de gaz, plus d'électricité et finalement moins de produits pétroliers. Donc croissance rapide des activités renouvelables et ce mot d'ordre sur lequel je vais vous demander de revenir forcément, être dans le top 5 mondial des énergies renouvelables. Ça, c'est quand même une sacrée ambition. Tout à fait. Alors, je pense qu'effectivement, c'est une ambition à horizon 2030, mais vous voyez c'est en 2030, le calendrier est fixé sur 2030. Alors là, vous voyez finalement le track record, ce qu'on a réalisé partant finalement des années 2016-2017, où on avait finalement très peu de capacités installées de production d'électricité à partir de renouvelables. Entre 2019 et 2020, on a plus que doublé notre portefeuille. On était à 3 gigawatts en 2019, on était à 7 gigawatts à fin 2020. Et là, vous voyez la progression. Encore sur 2021. Premier ministre. Alors, vous voyez, donc, en 2021, donc, on disposera dans notre portefeuille de capacités de production pour 10 gigawatts à partir d'électricité à partir de renouvelables. Et la partie droite du slide, c'est la projection en 2025. Donc 35 gigawatts de capacité de production en 2025. Avec, vous voyez, en fait, la répartition entre la partie de ces capacités qui sont en production, déjà en opération, en construction, en développement. Enfin, le message fort, c'est que ces 35 gigawatts, ce n'est pas du rêve. On a ces 35 gigawatts, on les a déjà en portefeuille. Donc l'enjeu pour nous, c'est de les développer. C'est la partie bleu clair que vous voyez. C'est la moitié de ces capacités. Elles doivent être développées. Donc maintenant, c'est plus une problématique d'aller chercher ces capacités, mais c'est d'exécuter les projets, de délivrer les projets en temps et en heure dans les budgets pour effectivement qu'en 2025, on ait vraiment ces 35 gigawatts de capacité en production. Mais honnêtement, je n'ai pas de doute sur notre capacité, de la capacité Total Énergie à délivrer cette... je pense que dans le passé, on a montré qu'on était quand même une compagnie qui arrivait à délivrer sur ses objectifs. Et alors, en 2030, vous citiez le chiffre, être dans le top 5 des producteurs d'électricité, ça sera 100 gigawatts. Ça veut dire qu'au-delà, on ne va pas s'arrêter en quand même, la marche bon est haute, chemin. là, non, Jean-Pierre Sbraire, la marche, elle n'est pas haute, là, 100 gigawatts en 2030 ? Écoutez, ça veut dire qu'à partir de 2025, il faudra remettre dans notre portefeuille 10 gigawatts, un peu plus de 10 gigawatts par an. Mais honnêtement, c'est ce qu'on a fait sur les 2 dernières années. En 2019, en 2019, on a rentré dans notre portefeuille un peu plus de 10 gigawatts. Même chose en 2020. Et finalement, un peu dans toutes les géographies, puisqu'on est évidemment présent en France, en Europe. On le voit d'ailleurs sur la partie droite aussi du slide, c'est la partie un peu plus claire, la Adani Green. Donc c'est la participation qu'on a prise dans le premier développeur solaire au monde, qui est un conglomérat indien qui s'appelle Adani. Donc on a pris une participation de 20% dans une société qui s'appelle Adani Green, et ça va contribuer effectivement à notre ambition. Et ça va aussi aider finalement l'Inde dans sa transition énergétique. C'est bien en fait ce qu'on a en tête.
avoir cet axe stratégique pour répondre à notre ambition d'être multi-énergie et d'être neutre carbone à horizon 2050. Donc ambitieux, mais pas du tout irréaliste. L'autre aspect de cette feuille de route, il faut en parler effectivement, c'est l'ambition de neutralité carbone à horizon 2050 pour l'ensemble des activités mondiales. Alors scope 1, scope 2, scope 3, quand on est investisseur individuel, c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Vous avez également mis à jour certains de vos objectifs. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, nous réexpliquer très simplement les engagements du groupe en la matière? Alors, en 2020, nous avons opéré une avancée majeure dans notre réponse finalement aux défis climatiques. Nous avons publié une feuille de route climatique avec l'ambition d'être net zéro, notre carbone, ce qu'on appelle net zéro, en 2050 avec la société, donc en 2050. Bon. Et on a clarifié un certain nombre d'objectifs à plus court terme, 2030. Et c'était l'occasion, vous le rappeliez dans votre introduction, on a soumis finalement notre feuille de route climat lors de la dernière AG et en particulier les objectifs que l'on a en la matière à horizon 2030, avec effectivement un succès donc, qui nous honore mais qui nous contraint également. Qui vous engage aussi. Qui nous engage. Ouais. Alors finalement, on essaye de résumer sur ce slide finalement les engagements qu'on a pris en matière de neutralité carbone. Parce que c'est écrit petit, voilà, super. Alors, le premier objectif, c'est les émissions de CO2, de dioxyde de carbone, de carbone en général, pour lesquelles nous sommes pleinement responsables. C'est le CO2 qui est émis par nos installations, nos opérations, nos productions. Voilà. Donc ça, c'est le fameux scope 1. Alors, c'est ce qu'on appelle le scope 1 et 2 dans le jargon des spécialistes. Oui. Alors, nous avons l'objectif, tout en continuant à croître, je le citais tout à l'heure, donc de produire davantage globalement d'énergie. On a l'objectif entre 2015, alors pourquoi 2015 ? Parce que 2015 c'est l'année des accords de Paris, donc c'est notre référence, et 2030, de diminuer ces émissions de CO2 sur nos installations, oil and gas opérées, donc là, une nouvelle fois, le périmètre dans lequel on est pleinement responsable, de 40%. Le deuxième objectif, là, concerne les émissions de carbone globalement de nos clients. Donc, c'est le carbone qui est émis quand l'ensemble utilise les produits qu'on vend à nos clients. Ouais, donc, ça, c'est le scope 3. Ça. C'est ce qu'on appelle le scope 3. Ouais. Et donc, à l'échelle mondiale, donc, on a une nouvelle fois l'objectif d'avoir en 2030 globalement un scope 3 inférieur au niveau de ce scope 3 en 2015. Et un autre indicateur, c'est ce qu'on appelle l'intensité carbone. Donc c'est l'efficacité en matière de CO2 de l'énergie que l'on fournit à nos clients. C'est de réduire l'intensité carbonée des produits que l'on vend à nos clients de 20%. Voilà. Et enfin, troisième objectif, on est quand même un groupe européen. L'Europe représente 60% en fait, de nos émissions, le fameux scope 3. Oui. Et donc, on a décidé d'accompagner finalement l'Europe dans sa feuille de route climat, d'être elle-même net zéro en 2050. Et donc, on s'est surcontraint finalement en Europe avec un objectif de réduire donc, les émissions en scope 1, 2, 3, donc on va dire globalement les émissions directes et indirectes, de 30%. À horizon 2030 par rapport à 2015, date des accords de Paris, donc sur ce périmètre européen, qui représente une nouvelle fois 60% de nos émissions. On sait dire quand même que c'est des objectifs qui sont ambitieux, mais une nouvelle fois, on a c'est calculé tout ça. On peut, vous pouvez le faire. Tout à fait. Ok. Alors voilà, pour cette ambition carbone, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, Total Energy aborde ce virage stratégique exigeant, on l'a vu, dans une situation plus favorable parce que les résultats du premier trimestre 2021, ils ont fortement rebondi et ce n'est pas une surprise puisque finalement on a un baril de Brent qui lui aussi s'est envolé, en tout cas a lui aussi fortement rebondi à plus de $70 le baril actuellement. Alors effectivement, donc là on a publié au mois d'avril donc nos comptes à fin mars 2021. Donc dans un environnement évidemment beaucoup plus favorable que l'année 2021 qui avait vu en fait, au mois de mars 2020 finalement une chute des prix du pétrole. Et, on se souvient de prix négatifs pour certains contrats. Oui, sur certains quelques jours en fait. Mais en tout cas c'était devenu aux États-Unis effectivement. Bon, là vous voyez en fait dans la partie gauche du slide l'évolution de notre résultat net ajusté entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Alors, premier trimestre 2021, on n'avait pas encore eu, parce que finalement la crise elle date de fin février, début mars, on n'avait pas encore eu complètement la baisse, donc on était dans un baril moyen, ce qu'on appelle le Brent, à $50 au baril. En 2021, au premier trimestre, on a commencé à voir la remontée, donc on était à $61 au baril. Là, effectivement, aujourd'hui, on est à plus de $70 au baril. Bon. Donc, vous voyez quand même que dans un environnement meilleur, le groupe permet, l'efficacité, enfin la qualité du portefeuille du groupe permet finalement de rebondir et d'engranger finalement
l'augmentation du prix. Donc on a effectivement au premier trimestre 2021 eu un résultat net ajusté 3 milliards de dollars. On est revenu à un niveau même supérieur au niveau du résultat net ajusté que l'on avait connu au T1 au premier trimestre 2019, donc avant la crise. On a effacé la crise au premier trimestre 2021. Et la partie droite, c'est la MBA, donc c'est le cash finalement qui est généré par nos opérations. Donc là, vous voyez finalement une progression à peu près de 34% entre le T1 2020 et le T1 2021, à pratiquement 6 milliards de dollars de cash flow généré. Et le point que je voudrais souligner dans ce slide, c'est la part de ce qu'on appelle le segment, enfin donc du business nouveau, gaz et électricité, qui pèse pour un tiers du résultat en fait au premier trimestre 2021 et à peu près le même ordre de grandeur en matière de cash flow. Un autre paramètre évidemment que l'on regarde de très près chez Total Energy, c'est ce qu'on appelle le point mort organique, c'est-à-dire que c'est le prix du baril qui nous permet de continuer à investir le niveau d'investissement que l'on a en tête. Et on a un point mort organique sous les $25 au baril. Donc c'est évidemment un indicateur important pour une nouvelle fois pour continuer à être résilient quand les prix sont bas. Et on a autre indicateur évidemment important, en particulier pour un directeur financier, c'est le ratio d'endettement. Donc c'est le niveau de notre dette, pour faire simple, par rapport à nos capitaux propres. Et on avait un ratio d'endettement qui était revenu sous les 20% à fin mars 2021. C'est un des meilleurs du secteur, on peut le dire, Jean-Pierre Sbar. On peut le dire. On a le meilleur ratio d'endettement parmi nos pairs, donc ce qui nous donne confiance effectivement sur la solidité des fondamentaux du groupe pour les années qui viennent. Et accompagner finalement cette transformation du groupe en cette fameuse compagnie multi-énergie. Alors voilà pour les résultats du premier trimestre. Vous l'avez dit, sélection méticuleuse des projets à bas coût. Finalement, ça permet d'afficher une solide génération de trésorerie. Et une question qu'on retrouve souvent, et notamment lors de l'Assemblée Générale de Total Energy, beaucoup de questions d'actionnaires individuels qui se disent « Mais voilà, finalement, est-ce que cette transformation de Total en Total Energy, elle ne va pas venir menacer la rentabilité du groupe, la génération de cash flow ?» Alors, pour adresser ce point, qui est effectivement vous avez dû l'entendre un certain nombre de fois. Évidemment, de la part de nos investisseurs, de nos analystes. Alors, on a voulu illustrer également en 2021 et en 2025 la génération de notre cash flow. Donc, une nouvelle fois, le cash généré par nos activités, nos opérations. Donc, évidemment, on est sensible au prix du brut. Donc là, vous avez effectivement en 2021, dans un scénario, alors on l'a fait le slide, c'était il y a encore quelques mois. Peut-être qu'on peut le mettre aussi en plein écran pour bien voir les chiffres. On n'était pas encore à $70 au baril. Donc vous voyez que finalement, dans un environnement de prix constant, à 40 ou $50 au baril, prenons l'exemple de $50 au baril, entre 2021 et 2025, donc dans un environnement de prix constant, cette croissance en fait du groupe, que j'ai décrite tout à l'heure, va permettre de générer entre 5 et 6 milliards de cash flow supplémentaires, donc en environnement prix constant. Cette croissance venant, évidemment, de l'IGRP, c'est le segment que je décrivais tout à l'heure, le segment en forte croissance, donc le fameux segment qui porte nos activités GNL, gaz et nos activités renouvelables et électricité. Vous voyez, finalement, la moitié finalement, de cette croissance de cash flow à $50 viendra de ce secteur. Et l'aval, donc c'est nos activités de raffinage, chimie et réseau, contribuera à 2 milliards d'augmentation de cash flow, et l'exploration-production, dans nos actifs plus traditionnels, 1 milliard de cash flow. Donc voilà, donc je pense que nos investisseurs peuvent être assurés. Donc dans un environnement de prix $50 au baril, ou même $60 au baril, on va générer entre 5 et 6 milliards de cash flow, toutes choses égales par ailleurs. Maintenant, l'autre bonne nouvelle, c'est la partie droite en bas du slide que vous voyez, c'est qu'évidemment, on est un groupe résilient, on l'a montré au premier trimestre 2021, quand les prix du brut augmentent, on génère plus de cash. Et là, vous voyez finalement ce qu'on appelle la sensibilité. Pas qu'un peu. Voilà. On arrive à générer plus de 3 milliards de cash flow supplémentaires sur une base annuelle pour chaque augmentation de $10 du baril. Voilà. Ça, c'est impressionnant. En tout cas, il y a une chose aussi qui est extrêmement claire chez Total Energy, c'est la façon dont vous allouez après ce cash flow, avec des priorités qui sont là aussi, qui ont été assez constantes dans le temps. Alors effectivement, je pense qu'on est parmi les majors finalement à être très constant dans la manière dont on alloue le cash flow. Alors évidemment, c'est ce qui est résumé dans ce slide, le slide que vous voyez à l'écran. La première priorité, c'est évidemment la préparation du futur, et donc c'est les investissements. Bon, la meilleure manière quand même d'être rentable et d'assurer la pérennité du groupe, c'est d'être sélectif dans les investissements. Voilà. Donc on pense qu'avec des investissements autour de 12-13 milliards en 2021 et une fourchette entre 13 et 16 milliards de dollars sur la période 2022-2025,
Globalement, hein, donc c'est les investissements le cash que l'on investit sur nos actifs, mais aussi globalement les acquisitions nettes des cessions. Donc ce niveau d'investissement, on pense qu'il est suffisant pour nourrir une croissance rentable du groupe. Une nouvelle fois, la meilleure façon pour moi d'assurer la pérennité de nos cash flows futurs, c'est d'être sélectif sur les investissements et donc de ne pas investir sur tout et n'importe quoi. C'est ça, parce que quelquefois on se dit Total devrait faire plus, aller encore plus vite, investir plus. Oui, ça, c'est pas forcément la bonne réponse. Notre moto, c'est bien valeur, value over volumes. On met en avant d'abord la valeur, qualité sur la quantité. Volume. Oui. Honnêtement, c'est facile d'engranger des volumes s'ils ne sont pas rentables. Okay. Bon, donc, sélectivité sur les investissements. Et là, on rappelle aussi, dans les investissements, il y a 50% de nos investissements, donc sur cette fourchette de 13 à 16 milliards, qui seront investis sur ces années-là, sur le secteur en croissance du gaz et des énergies renouvelables. Et on a même dit, si vous voyez sur la partie renouvelable électricité, c'est au moins 20% de ces cash flows qui seront alloués. C'est globalement quand même, pour donner un chiffre, hein, globalement, c'est 2 à 3 milliards d'investissements nets sur la partie renouvelable et électricité par an. C'est 60 milliards en brut sur les 10 ans qui viennent. Deuxième pilier très important évidemment pour nos investisseurs, c'est les dividendes. On a montré que même au milieu de la crise l'année dernière, alors que la plupart de nos pairs coupaient leurs dividendes de 50 voire de 70%. Voire oui, même en totalité parfois. Je ne citerai personne, mais vous les avez reconnus. Le conseil d'administration était confiant dans les fondamentaux du groupe et finalement, fondamentalement, l'idée du conseil d'administration, c'est de dire que quand on a un groupe qui a des fondamentaux forts, on doit être capable de passer à travers un cycle bas et une crise comme on l'a connue en 2020. Donc, on n'a pas coupé le dividende en 2020 et donc là, le message fort, c'est dans la façon dont on va allouer le cash flow généré par nos opérations. Évidemment, le dividende est important et le dividende est soutenu à travers les cycles économiques. On rappelle ici les 2,64 € par action de dividendes servis en 2020, ce qui fait quand même un rendement de plus de 7% brut pour nos actionnaires. Troisième priorité, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure aussi, pour être résilient, pour faire face à l'avenir, mais aussi pour être capable effectivement de mener à bien cette transformation, il faut avoir un bilan solide. Et qui dit bilan solide dit ratio d'endettement faible, maîtrisé. Donc on a l'objectif d'ancrer durablement le taux d'endettement de Total Energy sous les 20%. Et évidemment d'avoir vis-à-vis de nos agences de rating qui notent finalement la signature de Total Energy sur les marchés obligataires, d'avoir ce qu'on appelle un credit rating, donc une note A. La meilleure possible. Ou en tout cas parmi les meilleures notations de la profession. Et enfin, le quatrième pilier, c'est les rachats d'actions, ce qu'on appelle les buybacks dans le jargon des analystes financiers. Donc là, on indique simplement qu'on pourra envisager le moment venu à nouveau des rachats d'actions, mais si effectivement les prix sont dans un cycle haut, durablement, et si notre ratio d'endettement est durablement repassé sous les 20%. Bon, alors rapidement, parce qu'il y a des questions, il va falloir y répondre. Il y a aussi, bien sûr, cette question de la pérennité du dividende dans le temps, mais aussi face aux écueils, vous l'avez dit. Là aussi, c'est un thème sur lequel vous devez être souvent challengé. La meilleure réponse, c'est sélectivité des investissements pour préparer l'avenir. On a un groupe solide, on a des bons fondamentaux, on a des points morts bas, je le disais tout à l'heure, on a un ratio d'endettement bas, on va rester sélectif sur nos investissements. Je disais, je n'ai pas l'occasion de le dire, mais nos investissements renouvelables, pour qu'ils soient sanctionnés, quand ils passent donc dans les différents échelons du groupe, pour décider finalement d'investir dans une ferme solaire ou dans une ferme éolienne, il faut que la ferme solaire, le projet en question, ou la ferme éolienne, délivre une rentabilité sur notre equity, sur fonds propres, de plus de 10%. Donc c'est la garantie finalement de générer des cash flows futurs qui permettront une nouvelle fois de continuer à soutenir le groupe et à y accroître. J'aurais tendance à dire aussi, puisqu'on a souvent la question finalement renouvelable, l'électricité versus business plus traditionnel, huile et gaz. Bon, la beauté quand même du renouvelable, à supposer qu'on soit sélectif et qu'on s'assure que les projets que l'on met en production, ils délivrent bien effectivement ces rentabilités à 2 chiffres. Ils ont quand même l'avantage de générer sur la durée de vie, enfin juste pour nos auditeurs, quand on signe un contrat sur une ferme solaire, on s'engage finalement sur un prix d'électricité qu'on va vendre à nos clients sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc on a un contrat à long terme. Et donc la beauté finalement de ces investissements renouvelables, c'est qu'ils garantissent pendant 10, 15, 20 ans un cash flow
une génération de cash flow prévisible et prédictible. Et ça permet d'ailleurs aussi de lever de la dette finalement sur ces projets-là, puisque l'investisseur financier, il a une prévision facile à opérer. Et de la récurrence sur ses revenus. Donc c'est un complément aussi, ce secteur renouvelable, l'électricité, c'est un bon complément finalement à la volatilité quand même qu'on connaît sur nos marchés plus traditionnels, que sont les marchés du pétrole, du gaz, mais aussi finalement du raffinage, puisque les marges de raffinage sont elles-mêmes, on ne l'a pas dit, mais sont elles-mêmes volatiles et en fonction de l'environnement. Jean-Pierre Sbraire, avant de passer aux questions, si vous deviez résumer là, cette présentation, les 3-4 grands points à retenir pour l'actionnaire de Total Energy ou même l'investisseur qui nous regarde et qui songe à le devenir. Écoutez, je crois qu'on l'a écrit là. Donc l'objectif vraiment de Total Energy avec un S, c'est d'être cette compagnie multi-énergie, d'être un acteur majeur de la transition énergétique avec cette neutralité carbone visée en 2050. Elle passera évidemment par c'est le carré vert que vous voyez, la croissance dans le GNL et la croissance dans les renouvelables, une nouvelle fois de manière rentable. Évidemment, les objectifs 2030 que je vous citais tout à l'heure sur nos opérations Scope 1 et 2 et finalement les émissions de nos clients liées à la vente, liées à les produits énergétiques qu'on leur vend. Et enfin, le dividende, c'est évidemment pour nous maintenir le dividende même quand le cycle économique est bas, c'est une preuve de confiance et d'engagement aussi vis-à-vis des actionnaires. Nos actionnaires sont là pour la durée, à nous aussi d'être capables de maintenir ce dividende même quand les cycles sont bas. Puis on a cité relation de confiance entre Total Energy et ses actionnaires. Tout à fait. Et puis on a voulu citer aussi dans ce slide évidemment tout ça c'est une question de cohérence. On a cette ambition de neutralité carbone en 2050 et on a décidé d'ancrer finalement cette ambition également dans notre politique financière et donc de faire en sorte que quand on va sur les marchés émettre de la dette, émettre des obligations, on ait cette politique de neutralité carbone ou cette politique climatique qui soit elle-même aussi sous-jacente finalement au coupon qu'on va payer à nos investisseurs. Voilà, donc Total Energy, une compagnie avec un grand S ou un petit S, ou pluriel, une compagnie multi-énergie, et on pense qu'évidemment c'est dans cette évolution, dans ce chemin des énergies, qu'on créera de la valeur à long terme pour nos actionnaires. Alors, on va passer aux questions, même si on a débordé un petit peu, c'est pas grave, il faut quand même consacrer un moment aux questions, notamment justement sur cette stratégie dans les énergies renouvelables. On avait une question qui est tombée au moment de l'inscription. Votre stratégie de développement dans les énergies renouvelables passe par des acquisitions. Comment comptez-vous assembler ces acquisitions pour faire un tout efficace ? Il me semble que c'est l'un des principaux challenges pour vous. Et oui, pourquoi on n'a pas une myriade de petites unités, puis finalement... C'est vrai, alors je dirais qu'on a commencé tôt, les premiers investissements dans le renouvelable, c'était en 2011 avec une acquisition qu'on a faite d'une société renouvelable aux États-Unis qui s'appelait SunPower, qui s'appelle toujours SunPower, c'était en 2011. Effectivement, on a progressé dans ces métiers par acquisitions successives. On a fait l'acquisition de Saft, c'est important aussi, on a pas eu l'occasion de le dire. Qui dit renouvelable, électricité, dit aussi intermittence, une nouvelle fois. Et donc avoir Saft, qui est une filiale aujourd'hui de Total Energy à 100% dans notre portefeuille, ça nous permet effectivement aussi d'avoir cette brique sur les batteries dans notre panier. On a acheté Direct Energy, donc là on a aussi franchi une nouvelle étape en allant aussi de façon très, très concrète vers nos clients, vers des clients en France. Voilà, donc on a procédé par acquisition successive. Aujourd'hui, clairement, on a les équipes. Je crois qu'on a, si j'ai un chiffre que j'ai en tête, on a 10% en fait, de nos effectifs mondiaux à l'échelle du groupe qui sont globalement de près ou de loin dans ces énergies bas carbone renouvelables. Et donc intégrer, ça ne vous fait pas peur quand je résume. Intégrer toutes ces acquisitions, finalement, c'est quelque chose de normal. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. C'est pas un défi, mais enfin, maintenant, on a aussi à exécuter les projets. Je disais qu'on avait 35 gigawatts de capacité à horizon 2025 dans notre portefeuille, et à nous d'exécuter. On a les équipes. On a mené à l'été une restructuration importante aussi à l'échelle de la compagnie. On va regrouper sous une seule entité finalement l'ensemble de nos ingénieurs qui travaillent sur la partie traditionnelle, exploration, production, raffinage, et la partie de nos ingénieurs qui travaillent sur ces nouvelles énergies. Et ça fera bénéficier finalement les nouvelles énergies, de la compétence acquise. Et évidemment, ce qu'on a en tête, c'est que la future vague des développements renouvelables, ça sera l'éolien offshore. Donc au large des côtes. Et là, effectivement, là je reviens au nom Total, enfin l'ancien groupe, on était
quand même un acteur très, très, très connu et très reconnu en matière de développement de facilités, de plateformes offshore. Oui. Et donc là, Cette il y a une compétence évidente qu'on va mettre au service du développement de ces champs d'éoliennes offshore pour, une nouvelle fois, nourrir cette croissance et ces 100 gigawatts à horizon 2030. Question là aussi posée qui revient très 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 souvent. L'hydrogène apparaît comme l'une des énergies cruciales pour l'avenir, que ce soit dans la mobilité avec les voitures ou le transport lourd ou dans la production d'électricité. Quand on atteste une introduction récente en bourse, quelles sont les ambitions de Total Energy sur ce sujet? Alors évidemment, on voit l'hydrogène comme un moyen de décarboner le gaz naturel, puisqu'on peut mélanger effectivement l'hydrogène dans les réseaux. L'hydrogène peut effectivement aussi, je l'ai dit tout à l'heure, être un bon moyen de substitution à des carburants fossiles, en particulier dans le transport lourd, les camions, etc. Bon, mais nous, on est un producteur d'énergie, donc on voit l'hydrogène on a une ambition d'être un acteur effectivement dans l'hydrogène, mais pour produire de l'hydrogène de masse. Ouais. Et qui dit production d'hydrogène de masse, c'est d'abord trouver des clients. Bon, sachant qu'aujourd'hui, quand même, l'hydrogène, alors qu'il soit une nouvelle voie vert, produit à partir de renouvelables, ou bleu, produit à partir de gaz et le CO2 étant séquestré, c'est quand même, par rapport à de l'hydrogène produit, l'hydrogène gris, produit à partir de gaz sans captation de CO2, c'est des multiples de prix de revient, multipliés par 2, multipliés par 3, voire multipliés par 10. Bon, voilà, donc il y a quand même un sujet de coût. Il y a un travail. Moi j'aurais tendance à dire, on est dans le domaine de l'hydrogène, là où on était dans le GNL, dans le gaz naturel liquéfié, il y a quelques paires de dizaines d'années. Donc voilà, donc on est dans ce marché. On a l'ambition d'être un acteur majeur, que ce soit dans l'hydrogène bleu ou dans l'hydrogène vert. On a quelques projets, en particulier dans une raffinerie au sud de la bioraffinerie de la Med, pour effectivement avoir testé un certain nombre de concepts d'hydrogène vert. On a pris récemment à Paris là, une participation dans des taxis circulant à l'hydrogène. Bon, voilà, donc on a quelques stations aussi, en Allemagne en particulier, pour recharger en hydrogène un certain nombre de véhicules. Bon, voilà, donc on a une ambition dans l'hydrogène. Bon, voilà, le message c'est on est présent du temps, on est présent, on veille et on a un certain nombre de projets et évidemment d'avantages ou de plus, d'atouts qu'on pourra, le moment venu, faire valoir dans ce marché. Dernière question pour finir. Total Energy affiche clairement sa stratégie dans les énergies renouvelables. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais comment se positionne-t-il par rapport à ses grands rivaux, que ce soit les majors européennes, alors Shell, BP, Eni, ou américaines, ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron. Et puis je vous en livre une deuxième qui est un petit peu similaire. Quels sont vos arguments pour devenir actionnaire de Total Energy plutôt que de Royal Dutch Shell? Alors voilà, comment ce benchmark... Alors, on finit en beauté. Comment Total Energy se benchmark par rapport à ses concurrents? Je crois que vous avez raison de séparer les sociétés américaines et les sociétés européennes, les sociétés américaines d'un côté, les sociétés européennes de l'autre. On va dire que les sociétés américaines sont moins avancées en fait dans leur transformation, même si effectivement le passé récent des dernières assemblées générales de certains de nos pairs, Exxon, Chevron, ont montré que les actionnaires sont aussi de plus en plus soucieux, exigeants et avec une volonté effectivement que ces groupes montrent une volonté de transition, de transformation. Bon, les groupes dont vous citez européens avec les principaux compétiteurs BP et Shell, on est tous à un degré divers mais engagés dans cette transformation. Bon, je pense qu'on a un vrai avantage. On a commencé finalement plus tôt, on va dire, que certains de nos pairs. On a une nouvelle fois les compétences. On a le message fort que je voudrais redire ici, c'est on a les 35 gigawatts qu'on vise en 2025, on les a en portefeuille. Donc c'est pas aspirationnel. Et une nouvelle fois, les 100 gigawatts, c'est du concret. C'est du concret. Les 100 gigawatts qu'on voit à horizon 2030, une nouvelle fois, c'est 10 gigawatts de plus par an. On a montré dans le passé qu'on était capable de délivrer cette croissance. Alors pourquoi Total Energy plutôt que Shell, puisque vous citiez Shell? Parce que je ne vais pas vous dire parce que vous êtes meilleur. Alors je vous laisse la paternité de cette phrase. Mais non, mais fondamentalement, et c'est cette volonté aussi de changer le nom du groupe Total en Total Energy, c'est vraiment de dire on est sur un chemin. On est sur un chemin de transformation. On va devenir un vrai groupe multi-énergie avec une bonne répartition finalement de notre portefeuille de production et de vente entre les différentes énergies, les 7 énergies, le fameux chemin des énergies dont on parlait tout à l'heure.
Et puis, j'aurais tendance à dire, on a montré quand même que quand il y avait une crise, en 2020 en particulier, nous, à la différence de Shell, puisque vous citiez Shell, on n'a pas coupé notre dividende. Ouais. Voilà, donc... S'il fallait un argument, en voilà un. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Jean-Pierre Sbraire. L'énergie se réinvente, Total devient Total Énergie. Merci beaucoup Jean-Pierre Sbraire, directeur financier de Total Énergie, d'avoir présenté pour nous cette transformation stratégique du groupe. Merci à vous. Voilà, cette webconférence Total Énergie se termine, mais restez en ligne car ce sera bientôt au tour de L'Oréal de venir vous présenter sa stratégie toujours sur Bourse Live, le e-salon de Boursorama. On se retrouve très bientôt. Merci.